Ma communication s'intitule Braquis poétique, la braquis poétique, l'art du renouveau du roman africain. Je commence par une interrogation. La création romanesque africaine dans le contexte actuel obéit-elle aux règles classiques de l'écriture d'un roman? Telle peut être la préoccupation première quand on veut analyser ce genre littéraire, vu sa reconfiguration présente, qui autoriserait même à dire qu'on a affaire désormais à un genre bâtard, puisque en la matière, le constat est clair que tout peut servir de matériaux de création de romans. Et la rue 171 que j'étudie est bien un exemple. En effet, ce roman d'une extrême originalité cadre bien avec l'esprit de ce colloque international dont la thématique est esthétique et éthique de la brièveté dans les créations contemporaines, approche braquis poétique. D'où question, qu'est-ce que la brièveté dans ce texte? Comment met-elle en exergue l'esthétique et l'éthique? Autrement dit, qu'est-ce qui fonde l'approche braquis poétique de ce texte? Les réponses à de telles interrogations amènent à élucider le sujet, la braquis poétique, l'art du renouveau du roman africain. Et le roman, la rue 171, création contemporaine, semble bien confirmer, à un point de douter, que notre époque nourrit un intérêt particulier pour les paroles brèves qu'elle considère comme une marque de la modernité littéraire, selon Gérard Desson. Alors, ma communication va s'articuler autour de 2 points. Des annonces publicitaires à l'écriture, naissance d'un roman et la démarche artistique. La rue 171, c'est le titre du roman. Ce roman est-il un remodèlement du champ littéraire africain à l'époque moderne? Le champ littéraire africain, on le sait, subit une profonde et constante mutation. À telle enseigne, souligne les critiques, que le roman est susceptible de détourner à son profit bien des genres différents. Lettres, journal, contes, dialogues dramatiques, poèmes en prose, traités psychologiques. Serait-il, en ce cas, impossible de définir le roman par la forme que prend l'écriture? Michael Bakhtin, dans Esthétique et théorie du roman, avait déjà formulé cette contradiction de la prose romanesque entre la fragmentation et le continu. Ainsi, pour ce critique, le roman apparaît comme une sorte de genre englobant le résultat d'un mélange. En d'autres termes, le roman renvoie à la notion d'hétérogénéité compositionnelle, comme c'est le cas de la rue 171. Et justement, dans ce roman, on constate que la scène textuelle est un espace braquis poétique. La rue 171, roman qui nous préoccupe, offre une possibilité d'un nouveau regard sur l'art comme création contemporaine. En effet, ce roman, en tant qu'une création littéraire, amène à observer une diégèse bien particulière, composée en fragments qu'on n'hésiterait pas à assimiler à des formes brèves. Grâce précisément à ces formes, cette œuvre littéraire créée a la capacité d'accumuler de l'information qui fait dire à Lotman que l'art est le moyen le plus économique et le plus dense pour conserver et transmettre une information. On note à ce niveau le défi stylistique du genre créé qui tient à cet assemblage de morceaux à la fois dépendants et autonomes, à la complexité des interactions du tout et de ses formes brèves. Vous verrez dans ce roman plusieurs annonces publicitaires en tant que discours bref qui constituent les différentes parties du roman. Et la réussite
littéraire de ce texte consiste en la transformation de chaque morceau en partie constitutive d'un tout, démontrant qu'un roman comme La rue 171 est une chose vivante, une et continue, comme tout un organisme, et c'est la proportion de cette vie qu'on découvrira. Quand chacune de ces parties se retrouve quelque chose de chacune des autres. En fait, la scène textuelle est une mosaïque qui révèle toute une société, en l'occurrence celle du quartier. C'est bon Dieu qui gratte le dos du lépreux, la capitale du pays des 1001 merveilles. Il s'agit simplement de l'insertion de morceaux de réel dans la fiction. Ainsi, le texte classique est morcelé en éléments textuels différents, toujours reconnaissables et articulés entre eux. Des 18 chapitres que compose le roman, certains attirent plus l'attention du fait de leur forme représentative. Des affiches publicitaires qui jonchent la rue 111, dont le contenu en tant que moyen de communication ou annonce de bonnes nouvelles révèle une thématique aussi curieuse que possible. Dans cette rue célèbre et particulière, qui est narratrice même du texte, on découvre les annonces suivantes. Malheureusement, je n'ai pas pu faire une projection pour vous montrer ces affiches-là, mais une première affiche mentionne « Garçon à louer, travail propre, remboursement si vous n'êtes pas satisfaite ». Et on donne des numéros de téléphone. Je vais voir une autre affiche. Une autre affiche, travail pour tous. Société basée à la capitale du pays des 1001 merveilles, recrute des jeunes gens et jeunes filles dynamiques et ambitieux. Distributeur indépendant, 50 000 francs CFA par semaine. Agent commercial, 90 000 francs CFA par semaine. Magasinier, 75 000 francs CFA par semaine. Donc le contact est indiqué. Et nota bene, prévoit 10 000 francs pour les frais des dossiers. Alors, une telle affiche ne vise qu'un seul objectif, extorquer de l'argent aux honnêtes personnes en quête de travail et disparaître avec le butin constitué par les frais de dossier. Une autre affiche, d'une certaine curiosité, fait état de la transformation sans aucune chirurgie d'une partie du corps humain. Elle s'énonce ainsi: développe sexe, seins et fesses. On est habitué à ce genre d'affiche. Une autre affiche, agence Beson 24 heures sur 24. Voilà. Une autre curiosité sont des affiches sous forme d'écriteaux sur des véhicules de transport faisant office parfois de dénomination de ces engins. Vous verrez machine de guerre ou chasse à l'homme, je m'en fous, Urufato, Air Urufato, avion par terre, c'est Dieu qui est fort, le secours vient de l'Éternel, etc. Comme on peut le constater, tous ces écriteaux qui sont des paroles brèves renvoient à des thématiques essentielles développées dans la rue 111. Au vu d'une telle création contemporaine, il n'y a plus de doute qu'un texte est en effet la trace d'un discours où la parole est mise en scène. Ce roman de Pierre Kouassi l'est effectivement par la structure diégétique interne qui augure une nouvelle pratique scripturaire. Une nouvelle pratique donc scripturaire. La pratique dont il est question ici trouve son sens dans le statut rhétorique de la forme brève mise en œuvre dans la rue 111. On en distingue ainsi deux régimes rhétoriques de la forme brève, à savoir l'enchâssement et le montage en série, qui ont eu du moins vocation à rentrer à côté des traits spécifiques de l'écriture relevant d'une
esthétique de la concision que Gérard Desson nomme la manière brève dans ce qui spécifie ce jeu de création. En effet, cette création marquante met en évidence la brièveté que la tradition rhétorique définit comme le fait de dire beaucoup de choses en peu de mots et, si possible, à faire penser plus qu'on ne dit. C'est cette façon de parler et de penser particulière qui définit l'écriture du roman et parlant la poétique brachiologique. Je vais passer directement à la deuxième partie, une poétique incontestablement moderne. Alors, la poétique définie en termes grecs comme faire désigne aujourd'hui d'une façon très générale l'étude des formes littéraires en vue d'en définir, d'en établir la classification et d'en décrire le fonctionnement. La poétique est donc très largement une théorie des genres. C'est cette poétique-là qui va me permettre de voir un peu la notion d'esthétique et d'éthique. Mais en termes d'esthétique, pour ce roman, je dirais qu'il faut considérer l'esthétique comme l'art de plaire en petits morceaux. Parce que justement, définissant l'intertextualité, Julia Kristeva affirme que tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d'un autre texte. Donc on peut reconnaître d'entrée de jeu que à cette création littéraire, la part d'intertextualité qui paraît évidemment la composer et qui met en relief la puissance intertextuelle du genre romanesque. Dans la rue 171, par son style, la brièveté, l'écrivain trouve la familiarité de l'histoire, ici celle de son propre quotidien, à partir des écriteaux, des pancartes dans les rues. Dans toute forme littéraire, il y a le choix général d'un ton et d'un ethos par lesquels l'écrivain s'individualise clairement par son engagement. Or, toute forme est aussi valeur, nous dit Roland Barthes. C'est à travers elle que se perçoit un comportement humain et la communication sur le fait social. D'où l'écriture de cette œuvre comme un acte de solidarité historique et le style de l'écrivain un objet de création. La posture de Pierre Kouassi ici dévoile sa création comme un art de plaire en petits morceaux, lesquels convergent et se cristallisent dans l'idée du beau naturel, de l'œuvre d'art et du texte littéraire. L'étude esthétique à ce niveau s'oriente plus vers le plan de l'expression, défini comme l'ensemble de signifiants que sont les différents morceaux constitutifs de l'œuvre. On a alors affaire à une esthétique de l'expression, du signifiant, montrant la justesse de l'ordonnancement des séquences textuelles, en l'occurrence les différents discours brefs enchâssés ou montés en série. Alors, du point de vue de l'éthique, j'ai appelé ici éthique ou la brachiologie de l'existence. Le vivre ensemble prôné par la nouvelle brachiologie ne peut se réaliser et produire du sens que s'il est sous-entendu par une éthique. Il est même tentant à ce propos de s'interroger avec Zygmunt Bauman. L'éthique a-t-elle une chance dans un monde de consommateurs? Cette interrogation amène à penser le mode rhétorique de lecture de la rue 171 comme une éthique de la lecture, en tant que révélation de l'idéologie esthétique. Dans ce cas, l'éthique de la lecture apparaît donc étroitement liée à une critique du contenu inhérent à l'idéologie esthétique. Cette critique vise le contenu de vérité dans l'optique de la nouvelle brachiologie. C'est pourquoi tous ces écriteaux insérés dans cette œuvre, en tant que pratique signifiante, concourent à produire un texte
donc un sens. Ainsi, dans cette visée de l'éthique, le roman La rue 171 s'offre une spécificité qu'est la possibilité, grâce au langage, de représenter, catégoriser et dire le monde tel quel. L'éthique alors devient une substance véridique du contenu et sert même de métalangage au texte. L'éthique conduit à une disposition d'esprit pour décrire et analyser les faits de société. L'interprétation des discours brefs passe nécessairement par cette disposition d'esprit, puisqu'il s'agit de l'inscription singulière du sujet dans sa création. Dans ce sens, avec la rue 171, l'attention sur le plan éthique semble se déplacer du sujet signifiant, le critère formel du roman, sur l'objet signifié, le sens, bien le contenu du roman, pour indexer la valeur de l'œuvre créée sur les enjeux d'une poétique. L'usage de la brièveté s'entend, pour tout dire, le mode poétique même de la création, puisque du point de vue éthique, elle traduit l'idée de signifier. Il est la valeur sûre de l'économie interne de cette œuvre en tant que l'expression du peu et de l'organisation où chaque élément de la création, entendez ici les différentes affiches, est à sa place. D'où la braquille poétique comme art de création de la rue 171. Si dans cet ordre d'idées, où la brièveté, où le bref s'entend la manière, nous convenons alors que ce roman est une création brève au sens où chaque création littéraire est brève à sa façon. Chaque création littéraire est création d'inventer son bref. Alors, quand Alexandre Gottlieb Baumgarten affirme que le discours qui ne comprend rien qu'on puisse enlever sans nuire à son degré de perfection est intrinsèquement ou absolument bref, il confirme l'esthétique et l'éthique de la brièveté dans la création de la rue 171. Selon la logique de pensée de Baumgarten, ce roman, en tant que création contemporaine, est bien intrinsèquement ou absolument bref, car au plan éthique, il est une création qui ne comprend rien qu'on puisse enlever sans nuire à son degré de perfection. Il reflète, de ce fait, le caractère des grands esprits qui font entendre en peu de paroles beaucoup de choses. Chaque fragment inséré représente au plan praxiologique peu de paroles qui visent l'amélioration des comportements humains, gage d'un vivre ensemble de la nouvelle praxiologie dont l'usage dans ce texte offre l'opportunité de voir l'intérêt et l'intelligence des microstructures comme moyen d'amélioration, de correction de certains travers de la société. Et cela, nous le devons à l'éthique suggérée par l'usage de la brièveté. Et je conclus donc, Monsieur le Président. Toute création littéraire ou artistique, on le sait, au sens propre du terme, est avant tout une expression, une vision du monde. Parler alors de braquille poétique dans ce sens, avec la rue 171, a consisté à s'intéresser à sa forme littéraire en tant que forme d'écriture et à approfondir l'analyse de la brièveté dans la logique de la forme et celle de la manière pour en ressortir les traits de l'esthétique et de l'éthique qui rendent saisissant la cohérence de l'approche braquille-poétique dans cette création. Ainsi, si l'approche formelle dévoile l'esthétique, l'éthique, quant à elle, met en relief le signifié. La brièveté, en tant que étant marque de modernité littéraire, dans la rue 171, elle s'appréhende entre l'expression et la réception. Je vous remercie. Le titre de ma communication, c'est Citation et différences temporelles de reprise dans les œuvres d'Harriet Beecher Stowe et de Gwingwa Shongo.
une brachylogie. Le travail se décline en 3 points. Le premier point, c'est vers un schéma temporel de la citation, l'éthique citationnelle mise à l'épreuve. Le deuxième point, sédimentation du temps et signification de la citation. Et le troisième point, système citationnel, coopération de signification. Dans le champ des investigations, il y a toujours une tentative de remise en question des idées déjà acquises. Cette tentative est fondée sur la nécessité de renouveler la pensée, de la retoucher, de l'ajuster et de l'améliorer, mais surtout de pousser les bornes des outils d'investigation scientifique. Dans cette logique, la bracologie, à l'image de la rhétorique générale, de la nouvelle rhétorique ou de la problématologie, favorise une nouvelle orientation d'investigation qui met la priorité à l'épreuve de son renouvellement. Cette nouvelle brachylogie plus ambitieuse reste ancrée dans la dynamique de l'exploitation des données littéraires, entre autres. Pour preuve, ce dynamisme sera mis au critérium de l'étude brachylogique de la citation biblique dans les romans d'Harriet Beecher Stowe, qui est une romancière américaine, Ngugi wa Thiong'o, Kenyon. Dans leur production, ils ont mis en avant des citations bibliques en s'inspirant bien sûr de la version du roi James. Outre le fait que cette étude compare les reprises de l'écriture biblique, elle met au menu une sorte de brièveté dans les manipulations intertextuelles, faisant foi du caractère esthétique de la reprise citationnelle. En cela, elle impose ces questions. Qu'est-ce qui est brachylogique dans la reprise citationnelle? Comment la segmentation temporelle dans la reprise citationnelle rend-elle témoignage de la nouvelle brachylogie? Donc nous allons essayer de répondre à ces questions. D'abord, le premier point, vers un schéma temporel de la citation, l'éthique citationnelle mise à l'épreuve. Si l'essence de la brachylogie est une essence conversationnelle, l'on ne saurait extraire la reprise citationnelle de son caractère brachylogique, en cela que l'intertextualité est foncièrement tributaire d'un mécanisme conversationnel entre des textes. Or, nous le savons avec Méni, que le principe conversationnel est inscrit dans la logique même de la parole brachylogique. Il lui est inhérent et commande son esprit. Ce mécanisme commande aussi la compréhension de son texte citant, car la conversation des textes met en avant la conversation des messages, des temps du macrotexte et du microtexte. C'est pourquoi la différence temporelle de l'utilisation d'une citation biblique n'est négligeable pour la compréhension du texte citant, car toute citation expose des relations entre le temps originel de sa production et le temps second de sa reproduction, sachant que le temps de la macrostructure n'est pas tout le temps second de sa reproduction, sachant que le temps de la macrostructure, c'est pourquoi la reprise citationnelle institue une interaction intertemporelle ayant des effets sur la signification première de celle-ci et de sa seconde. Notons d'abord arbitrairement que la signification première est le sens apparent, mais comprise dans le texte originel dans lequel la citation manifeste tout son contenu linguistique et de sa brachylogie. La signification seconde, quant à elle, est le sens que dévoile la citation dans le texte émergent, selon son orientation contextuelle à la mosaïque des textes où blocs de textes se recoupent. La différence temporelle y afférente pose par ricochet une différence de statut langagier, d'interrogation, de contexte et de situation. Et dans ce cadre-là, on a ceci, une citation de Marie dans l'œuvre d'Harriet Beecher Stowe. Il dit, I could wish myself accursed from Christ for my brethren, my kinsmen.
je traduis, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Il faut d'abord dire que la Bible est la source de ce message. Mais ce même message, cet extrait, se retrouve aussi dans l'œuvre de Ngugi. Donc nous avons une citation biblique qui est partagée par les deux auteurs dans leurs écrits et qui met en avant la piété. La piété est mise en exergue selon un carnaval linguistique de redondance temporelle et de signification, car c'est l'idée du verset. Aime ton prochain comme toi-même, qui prend toute sa valeur théologique ici. La redondance est faible dans la mesure où l'amour christique s'enrichit du syncrétisme idyllique et de la piété. Il s'agit maintenant de l'amour qui est mis en exergue par Marie, qui a vu son copain mourir. Elle exprime cette idée-là en mettant en avant son inquiétude et sa piété. D'autres aspects, dans l'œuvre de Ngugi, on voit bien que la citation est mise en avant. Elle exprime un changement temporel de l'utilisation du temps et sa représentation dans la citation sont illustratives. Quand Simon s'adressant à Georges dit « Who unto the world because of offenses, but who unto them through whom the offenses cometh » il répète une parole prononcée pendant une période de temps bien déterminée dans le passé. Sa parole est celle répétante de James, Jean 18:7. En réitérant ces mots, Simon transfère aussi bien le temps de la parole que le temps de la parole qui affecte d'autres domaines relatifs à la mobilité significationnelle du verset produit. Donc nous assistons à une organisation du temps de parole et sa signification dans le temps qui en sorte retouchée et réorientée de manière à épouser une signification relative à la situation de communication en période d'esclavage, mais suivant une conversation de textes. Nous passons à la sédimentation du temps et signification de la citation. D'après la structure temporelle, on peut étudier la sédimentation liée au temps de la situation de communication. La sédimentation présente une opération brachylogique dont l'objet d'étude est le temps. Et ça met en avant l'idée de l'élasticité du langage. Dans Gontel on the Mountain, par exemple, l'usage de beaucoup de versets est révélateur de l'alternance temporelle. Dans le verset 2, Corinthiens 11, 25 à 27, en Paulon, Paul est l'orateur 1 dans le temps de parole ou de la situation de communication a un rapport avec la souffrance de l'exhortation au repentir. Le rapport de son expérience a trait à la torture et à la résignation par la grâce de Dieu. Le temps de parole du même verset s'abolit dans la contextualisation et dans la nouvelle prise en charge par l'orateur 2, c'est-à-dire dans la citation ou dans l'œuvre dans laquelle la citation est insérée. Cette situation langagière crée une distance temporelle entre l'orateur 1 et l'orateur 2. De ce fait, la progression du temps est irréversible. Cette irréversibilité du changement fait intervenir l'orateur 3, c'est-à-dire le lecteur, qui assume la marque de distanciation temporelle par production et par situation de communication. D'abord, la place de l'orateur dans la production du message scripturaire révèle une dichotomie naturelle par rapport au temps de période de parole de l'orateur 1, du texte originel et de l'orateur 2, du texte citant. Le schéma sous forme de triangle E1, E2, E3 nous présente bien cela. Nous n'avons pas, malheureusement, projeté. L'orateur 1 évolue dans une période de temps de communication antérieure au texte citant, produit par l'orateur 1. Nous avons un texte source et ensuite nous avons un deuxième texte, c'est le texte citant.
et nous avons un orateur 1 et nous avons un orateur 2. Pendant que le temps de parole et le temps de communication de l'orateur 1 se dissipent par emprunt du texte originel, le temps de parole et de communication de l'orateur 2 prend la place et laisse son empreinte langagière à découvert. Le dynamisme dialogique du temps se rattache aux matériaux plastiques du langage. C'est d'ailleurs le dynamisme dialogique du temps qui, combiné au dynamisme langagier, fait surgir chez le lecteur la volonté d'être co-énonciateur. Le troisième élément reflète le caractère irréversible de la co-énonciation du même verset par un troisième orateur, O3, qui orientant le temps de parole et de communication. Et ce troisième orateur, O3, peut être bien sûr le lecteur. C'est ce qui fait que l'alternance successive du temps de communication et de la parole se plie à la rigueur inconditionnelle du dynamisme temporel dans la conversation de ces textes-là. Mais l'auditoire ou le lecteur échappe-t-il à cette réitération temporelle par remplacement qui fonde le caractère éminemment brachéologique de l'échange? Bien sûr, non. Il n'échappe pas à ça. Tout comme le texte n'échappe pas à cette conversation, l'orateur même n'échappe pas à la conversation. Le message aussi n'échappe pas à la conversation de cela. Et c'est pourquoi il y a la redondance, il y a l'auteur et la distanciation temporelle, mais aussi il y a le contexte et sa redondance temporelle. Le contexte dans le texte cité, dans le texte source, le contexte dans le texte citant, mais aussi le contexte peut-être de degré zéro dans le texte qui est isolé. Et nous avons ces différences qui mettent en avant plusieurs contextes, comme dans le premier cas où nous avions O1, O2, O3, nous avons aussi contexte 1, contexte 2, contexte 3. Troisièmement, nous posons système citationnel et coopération de signification, c'est-à-dire la progression de cette conversation pour avoir le sens même un sens et une signification dans le texte citant. Dans ce passage, nous considérons un système citationnel dans lequel la signification de passage reste volatile dans la mesure où le patent et le latent s'illustrent comme éléments significatifs par leur rapport, leur coopération de signification ou leur dialogue, leur conversation, produit un résultat dont le sens combine plusieurs coopérations de sous-éléments allant des contextes de production au temps de reprise scripturaire. Nous avons donc une signification, d'abord une signification perçue. La signification perçue de la citation est le résultat de l'opération de manipulation du sens citationnel qui ne prend en compte que la sémantique du message en question. Les significations d'une citation varient selon le contexte d'insertion du passage cité, et cela apparaît bien évidemment dans les œuvres des deux écrivains. Les significations d'une citation varient selon le contexte d'insertion du passage cité. Les éléments présents dans la citation et permettent la compréhension concourent à la satisfaction du passage biblique. Ils peuvent être pris individuellement dans le rôle d'amener le récepteur à évaluer le sens perçu dans chaque contexte. Les deux contextes de production développent des significations implicites. Il s'agit d'une signification du texte originel et signification du texte citant, qui peuvent se combiner par coopération, c'est-à-dire par dialogue, par conversation, pour satisfaire la signification perçue. Signification et contexte originel. Le texte repris expose implicitement son contexte, c'est-à-dire nous sommes dans la brièveté, mais ici, dans le système imaginaire de celui-là même qui lit. Le texte repris expose implicitement son contexte de production, qui est un élément nécessaire à la validation de la signification perçue. L'environnement contextuel duquel est tiré un verset biblique a une force d'orienter le sens de la reprise citationnelle. Dans l'opération donc du lecteur,
consistant à trouver le sens du passage cité, le texte originel, est une étape importante par laquelle il faut passer pour trouver la signification complète. Tout aussi, le morceau isolé, c'est-à-dire cette citation qui est détachée du texte originel, aussi, est tout aussi important dans l'analyse. Et c'est pourquoi nous avons un autre pan, une autre étape. C'est une signification dans le contexte citant. Dans le contexte citant, la lecture de la citation dans le contexte de reproduction n'est pas facile à cerner. C'est une évaluation qui nécessite la prise en compte du seul contexte romanesque, en faisant fi, bien sûr, du contexte biblique. Cependant, il n'est pas vraiment aisé de départir de cette ressource aussi précieuse pour comprendre le message du texte empruntant. C'est en cela que réside l'importance de la pertinence et de la réévaluation citationnelle. Mais pour évaluer une citation, il faut la considérer comme telle et l'examiner sous l'angle de l'interprétation simpliste qui ne s'intéresse qu'à l'axe contextuel dans l'éventail des possibilités d'interprétation qui s'offrent au lecteur. D'autant plus que nous avons beaucoup de paramètres à considérer dans ce cas-là. Cette phase de restitution du sens d'une citation coïncide avec le contexte de reprise. Elle peut être considérée, cette phase de restitution du sens d'une citation coïncide avec le texte de reprise. Elle peut être considérée comme la première dans la tentative de décryptage du message littéraire, quand le lecteur peine à trouver le texte originel, d'où est tirée la citation. Dans ces circonstances, le scripteur se contente de donner un texte, tout en sachant, quelle que soit son interprétation, que celle-ci est exposée à d'éventuelles retouches. Et bien sûr, dans les œuvres des deux auteurs, on retrouve, si on n'est pas bien connaisseur de la Bible, ou peut-être si on n'a pas cette vigilance, certaines citations qui y sont greffées pour vous échapper. Signification conçue. Dans la transmission du message romanesque, le temps joue un rôle important. Ce temps a un rapport incontestable avec le temps de parole de l'orateur dans une situation de communication. Pour les citations, ce temps concerne aussi bien le contexte de production originelle que son contexte de reprise. Cette reprise est une réitération, une redondance temporelle et de la conversation, aussi bien dans le dialogue textuel, mais aussi bien dans le dialogue temporel. Dans ce travail de la citation, la reprise des séquences du message témoigne de la répétition du temps de production originelle. Vous permettrez de conclure. Entre le texte biblique et le texte fictif, les écarts paraissent énormes. Écarts temporels, contextuels, significationnels, etc. Mais la citation venant du texte source et s'insérant dans le texte porteur est le médiateur de la signification qui met les différents pôles en négociation de sens, en conversation de sens. Ces deux discours qui peuvent s'écarter de la norme argumentative ou contextuelle de l'une et l'autre exprimant leur relativité de sens, là où la citation se comporte par son esthétique et dans l'éthique citationnelle comme l'opérant, coopérant pour le dialogue de citation. Nous pouvons donc retenir que dans l'intercommunication textuelle, le changement de signification doit sa nouvelle orientation sémantique aux différents changements d'orateur, écrivain, d'auditoire, lecteur, inhérents au changement de contexte et de temps. Le temporel de la sémantique du passage biblique et la sémantique temporelle de la reprise scripturaire sont des fondements de l'orientation significationnelle et de l'écart de sens du verset repris. C'est pourquoi la poétique de cet emprunt langagier ou de ces emprunts langagiers se vérifie chez les différents auditoires grâce à la force théologique du message, non seulement des personnages empruntants, mais aussi des versets empruntés. Car
l'esprit de conversation rend impossible la non-intercommunication de différentes microstructures. Je vous remercie. Approche brachypoétique de l'écriture théâtrale, le bref comme modalité de création. Et en guise d'introduction, nous disons que le théâtre est une création artistique destinée à une réception plurale. Le lecteur qui est en quête du plaisir du texte écrit, le metteur en scène et ses comédiens qui recevront ce texte écrit pour le représenter et les spectateurs qui assisteront avec délestation à cette représentation théâtrale. Devant le dramaturge, peu importe son style d'écriture, classique ou iconoclaste, se dresse donc une contrainte de taille, écrit juste et concis. Une pièce de théâtre n'a pas intérêt à développer une écriture éparse ou expansive, comme d'autres genres discursifs peuvent se le permettre. L'histoire du genre littéraire, du reste, montre clairement que le théâtre est un discours discontinu ou fragmenté par excellence qui exploite de nombreuses ressources du bref, ce qui, manifestement, est fait pour faciliter le travail du metteur en scène et le jeu dramatique des acteurs campant sur scène, les personnages fictifs du texte écrit. Pour les autres lecteurs, cette structure morcelée du discours théâtral en fait un genre plaisant et digeste qui imite bien la conversation quotidienne du réel vécu. Ainsi, l'écriture théâtrale est ontologiquement brachylogique et c'est ce caractère presque insoupçonné que la présente contribution veut interroger. Celle-ci tente alors de montrer, à partir de certains procédés d'écriture, en quoi le bref est une modalité de la composition dramatique ou, dit autrement, comment se manifeste le bref dans l'écriture théâtrale. Comme on peut s'y attendre, l'approche brachylogique, du point de vue des acquis de la brachypoétique, est celle que nous convoquerons pour analyser la modalité du bref dans la composition théâtrale. Et le premier point que nous avons choisi pour analyser le bref dans le théâtre, c'est le bref comme discontinuité et disposition paratactique. À propos de cette disposition paratactique, il s'agit d'une construction par juxtaposition. Elle consiste à mettre les éléments de l'énoncé, de la phrase et du vers côte à côte sans aucun lien. L'écriture théâtrale utilise ce procédé qui consiste pour elle à jeter sur des lignes successives les répliques des personnages qui échangent. Comme la poésie alors, le discours dramatique est fortement rythmé. Donc, ce premier point, nous retiendrons que la discontinuité et la disposition paratactique du discours théâtral sont des marqueurs brachylogiques qui relèvent de la poétique de la brièveté, définis par Mansour Ebni comme étant à la fois la manière de dire, donc en tant que qualité, et des formes dimensionnellement brèves, donc en tant que quantification de la parole. À lire dans le Retour de Socrate, à la page 9. Ces marqueurs de poéticité sont donc des déclinaisons essentielles de la modalité générique du bref, consubstantielle à l'écriture théâtrale et qui fait de celle-ci un genre de la concision, de la densité et donc de la communication concrète. Le premier sous-point de ce grand point, la discontinuité de l'écriture dramatique. Le cours discontinu du discours est une propriété inhérente au genre théâtral. C'est un aspect qui passe presque inaperçu, même s'il n'échappe à personne que tout discours théâtral se décompose en différents tableaux, actes ou scènes. Selon le style embrassé par l'écrivain, qu'il soit classique ou avant-gardiste, les tableaux ou scènes qui se succèdent pour constituer le discours théâtral peuvent être liés par une certaine cohérence, comme ils peuvent ne pas l'être, pour donner ainsi forme à un message déconstruit. Mais ce qui rassemble presque tous les dramaturges est que leurs discours ne sont jamais rendus en une suite ininterrompue, mais en différentes séquences de paroles échangées par des personnages et qui sont subsumés dans la structuration en tableaux, actes et ou scènes. Une telle structuration de surface rend le discours théâtral relativement plus aisé ou facile à lire. Plus aisé ou facile à lire ne signifie pas facile ou aisé à comprendre nécessairement. On continue. Le lecteur ne peut que tirer grand bénéfice de ce discours structurellement discontinu, écrit de telle façon à lui laisser à la fois du répit et sa part d'action. Une proposition de Bernard Rukomowski renforce notre point de vue. L'auteur d'un livre discontinu offre au lecteur la possibilité d'inventer et de multiplier ses parcours de lecture. À lire dans les formes brèves à la page 7. Le deuxième sous-point, la disposition paratactique des répliques. La disposition typographique des types paratactiques
est un autre paramètre de l'écriture dramatique qui présente un caractère brachylogique. C'est une manifestation scripturaire du bref. Du point de vue de ce paramètre formel de poétisation, le théâtre est très proche du genre littéraire par essence brachylogique qu'est la poésie. À propos de celle-ci, Mansour Emni assète: le texte poétique est l'illustration caractérisée de la poétique de la breveté en tant que principe de condensation et de concision pour l'expression d'une densité et d'une concentration expressive liées à l'essence même de la poésie. Avec la poésie, discours naturellement brachylogique, le théâtre partage la disposition paratactique des vers pour la poésie, ou des répliques, des dialogues ou des monologues pour le théâtre. Il s'agit d'une disposition typographique lexicalement économique, même si Gérard Desson avertit que d'un point de vue énonciatif, le bref, de fait, a peu à voir avec une économie de moyens au sens linguistique du terme. À lire dans La Voix juste, et c'est sur le bref à la page 90. Mais cette disposition paratactique des répliques, des dialogues ou des monologues, malgré cette précision de Desson, implique corrélement ici le concept de vitesse du langage, que ce dernier conçoit ainsi. La vitesse du discours se mesure au rapport de ce qui est dit et du comment c'est dit, du dit et du mot de dit. Une manière de dire que, au niveau de la vitesse dans le langage, il n'est pas question d'un rapport entre une temporalité et une dimension, mais c'est plutôt un phénomène interne au langage, à vrai dire un processus sémantique. Dans le discours dramatique, une disposition très hardie par superposition des répliques répond au vœu de brièveté de Socrate et génère le rythme-sens d'un sujet tout à la fois individuel et collectif. C'est le phénomène de la stichométie qui pose bien par ailleurs la problématique du contenu et de la forme, c'est-à-dire ce qui est dit et comment c'est dit. Par stichométie, il faut entendre échange de répliques courtes de longueur identique qui opère par son rythme vif et nerveux, une rupture dans le dialogue et correspond le plus souvent à un moment de forte densité dans la relation entre deux interlocuteurs. Ça peut être la colère, le dépit amoureux, la rivalité politique. Dans le théâtre absurde, c'est l'exemple que nous prenons, pour considérer seulement cette écriture dramatique, la stichométie trahit quelque peu le modèle ou le schéma collectif. Le rythme-sens ou la vitesse d'une stichométie dans En attendant Godot de Samuel Beckett, par exemple, est presque un paradoxe. La nécessité chez Vladimir et Estragon de s'exprimer le plus directement possible, de ne pas retarder le cours de la parole qui circule en eux, vise curieusement à retarder ou à brouiller le dialogue dans sa fonction locutoire. Dans leur conversation, ils parlent presque pour ne rien dire de significatif ou pour se convaincre de ce qu'ils ne parlent que pour maintenir le contact. La fonction fatigue du langage est donc la dominante du dialogue que Roland Barthes aurait qualifié de blanc, parce que produit par une écriture blanche. Et nous avons tiré pour vous un extrait de Stichométie dans En attendant Godot de Samuel Beckett, entre deux personnages, Vladimir et Estragon. Et je vous lis rapidement cette Stichométie. Vladimir qui parle. Tu n'étais pas là, Estragon. Je n'ai pas fait attention. Vladimir, eh bien, rien n'est bien précis. Estragon, une sorte de prière. Vladimir, voilà. Estragon, une vague supplique. Vladimir, si tu veux. Estragon, et qu'a-t-il répondu? Vladimir, qu'il verrait. Estragon, qu'il ne pouvait rien promettre. Ce genre de stichométie dans lequel la fonction fatigue a visiblement la prééminence sur toutes les autres formes de fonction du langage abonde dans la pièce de Beckett. À une ou deux exceptions près, la stichométie est la substance de la dite pièce. Cette technique dialogale qui figure le discours en l'uniformisant presque atteint quelque part à une crise du langage dont la conséquence est la production d'une communication atypique par des personnages attendant un hypothétique Godot. Le bref qui tient la stichométie a donc valeur de tragédie de la condition humaine dont la vanité et la vacuité sont traduites par le jeu absurde des personnages de Beckett. Le deuxième point de notre intervention, c'est la didascalie et la réplique à l'aune de la breveté. Nous allons interroger le bref à partir de la didascalie et la réplique dans le discours théâtral. La didascalie et la narration sont deux catégories de discours dramatiques à l'aune desquelles il est possible d'analyser le bref dans le genre littéraire en question. Pour cause, le dialogue et le monologue théâtral sont encadrés naturellement par des morceaux de récit d'une part et de l'autre dans le théâtre moderne. À rebours de la volonté classique, la narration s'impose dans la construction des répliques des personnages, charriant avec elle les formes dimensionnellement brèves. Le premier point de ce grand point, c'est le bref dans l'écriture didascalique. Nous disons que la didascalie est nécessaire à la construction du discours dramatique. Elle représente un morceau de récit,
tout au moins un récit bref qui constitue le tout premier niveau de communication langagère qui encadre nécessairement le niveau de la communication dialogique. Le récit didascalique est l'expression d'une concentration et d'une densité dans le discours. En cela, il est un marqueur brachylogique relevant de la poétique de la breveté. Dans la sémiotique stylistique actentielle de Georges Moulinier, la didascalie relève du niveau actentiel 1, à propos duquel il est dit ceci. Il s'agit du niveau 1 actentiel dans la théorie sémiotique stylistique de Georges Moulinier. Il dit ceci. Ce niveau 1 est le niveau dominant ou niveau commun dans ce qu'on appelle le récit ou la description impersonnelle ou à la troisième personne. C'est aussi celui des indications scéniques au théâtre. L'actant récepteur est le lecteur du texte. L'actant émetteur est le producteur fondamental du discours, c'est-à-dire le producteur obvi et immédiat, celui que dans sa plus grande généralité on appelle narrateur. À lire dans Approche de la réception, qu'il a écrit avec Alain Viala. Ainsi, la didascalie se reconnaît tout de suite par sa graphie décalée par rapport à celle des dialogues ou des monologues, autre composante essentielle du discours théâtral. Elle se présente généralement en italique et tout de suite sa syntaxe compressée et sa concision captent l'attention du lecteur. Dans Une tempête de Césaire, on a un personnage qui s'appelle Prospero et vous avez une didascalie qui désigne le statut de Prospero. Et elle dit ceci, Prospero reprenant son récit. Dans cette didascalie, le narrateur est l'actant émetteur E qui émet un objet de discours ODM au lecteur en tant qu'il est récepteur. De façon très mesurée, c'est dit brièvement, le narrateur informe son potentiel lecteur de ce que Prospero, qui avait arrêté de parler, au profit d'une rétrospective montrant un frat lisant un rouleau de parchemin. Devant lui, reprenait le cours de sa narration. Le bref du récit didascalique s'exprime donc par le fait qu'il ne saurait se substituer aux répliques du dialogue, qu'il doit éclairer de façon précise et efficace afin d'orienter au mieux le lecteur sur le mouvement dramatique. La didascalie, qui a pour fonction de combler les éventuels silences ou trous langagés susceptibles de menacer toute scène dialogique, ne doit pas privilégier la verbosité au point de brouiller l'objet des messages véhiculés dans les dialogues et les monologues. Le dernier point, le bref dans la réplique. Dans le système d'énonciation théâtrale, comme dans ceux des autres genres discursifs d'ailleurs, des marqueurs poétiques passent souvent inaperçus. Il s'agit de tous ceux qui génèrent le discours brachylogique, c'est-à-dire le discours à la forme dimensionnellement brève. Il existe plusieurs taxonomies des formes brèves, dont celle, entre autres, de Bernard Roukmosri, de Mansour Emni, et la taxonomie de Gérard Desson, dans laquelle se trouvent répertoriées les formes brèves suivantes. Des discours formulés, souvent sapientaux, des discours réduits, incomplets ou inachevés, des discours cryptographiques, des discours à effet, des formes littéraires courtes. Par essence, la réplique au théâtre est juste et mesurée, nous rappelant toujours le vœu de Socrate, c'est-à-dire celui de la brevité. Si bien que la narration relativement ample ou étendue, qui peut caractériser certains échanges entre des personnages, représente un contre-marquage du discours théâtral. Le théâtre est donc une conversation type, libre mais organisée, dans laquelle la communication horizontale entre les personnages prime sur leur désir sec de persuasion rhétorique ou d'argumentation pour se convaincre les uns les autres. Ce qui explique que la stichométrie soit un procédé majeur du dialogue théâtral. Elle est une régularité, voire un lieu commun qui protège la relation dialogale ou dialogique de toute forme de déséquilibre, d'injustice ou de disproportion dans la distribution de la parole. La première question concernant la stichométrie ou encore la disposition des différentes répliques, à savoir s'il y avait conversation ou non. Voilà. Je voulais tout à l'heure tout de suite que s'il y a un genre littéraire qui exprime le plus facilement, le plus rapidement possible, le système actentiel, c'est le théâtre. Tous les niveaux actentiels sont visibles dans le théâtre. On a le niveau 1, le niveau alpha, et puis pratiquement le niveau 2 qui peut entraîner d'autres niveaux. Quand on prend la stichométrie dans le théâtre absurde, c'est vrai, sur le plan de la signification du sens, il a matière à dire parce qu'en fait, comme je l'ai dit, on a des personnages qui fonctionnent comme des personnages blancs, c'est-à-dire en fait qu'ils parlent, c'est comme ils parlent pour ne rien dire. Mais seulement c'est qu'il y a conversation. Parce que dès l'instant où il y a un émetteur, il y a un récepteur, c'est-à-dire immanent, le principe de la conversation formellement est établi. Seulement c'est du point de vue de la signifiance que se pose le problème. Et j'ai dit,
quand j'ai parlé de psychométrie, c'était en fonction du concept de vitesse développé par Gérard Desson. Vitesse en tant que processus sémantique. Est-ce qu'une pièce qui développe la psychométrie et une pièce ne le fait pas ont la même manière ou encore le même système de signifiance ou ont la même portée du point de vue de la signification? Non, évidemment. Et je l'ai dit, la psychométrie, c'est vrai, est un phénomène d'économie linguistique, mais n'est pas forcément brachiologique de ce point de vue. Oui. C'est seulement dû au niveau de la vitesse, en tant que processus sémantique. Et bien, si me fait comprendre. Il y a conversation parce qu'en fait, il y a Estragon et il y a Vladimir. Les deux personnages échangent. Et entre les deux personnages circule ce qu'on peut appeler un objet de discours, un objet du message. Maintenant, ce qui peut arriver, si entre les deux personnages, le savoir qui transite ou bien qui est commercé entre les deux n'est pas significatif, c'est un autre débat. Mais du point de vue formel, il y a dialogue, il y a échange, il y a conversation. Et je tenais à rappeler que les deux personnages sont sur le même point de vue, contrairement à la brachiologie où les rapports sont horizontaux. C'est-à-dire les deux personnages sont sur le même pied d'égalité et il y a un message qui transite entre les deux, peu importe la qualité du message, qu'il soit blanc ou bien qu'il soit plein. Tel qu'ils soient insérés dans le texte, il y a une certaine conversation entre ces éléments-là, dans leur disposition dans le texte, mais en même temps avec les lecteurs que nous sommes. D'où l'inscription de l'esprit brachiologique, qui, à mon sens, constitue une autre dimension du texte littéraire africain, une autre manière de présenter le texte littéraire. On n'est plus simplement au collage, au recyclage, mais au-delà du collage et du recyclage, il y a l'esprit de conversation qui s'instaure pour nous mettre dans la logique de la brachiologie.